Depuis plus de 40 ans, nous envahissons la fanfic et pourrissons vos histoires préférées. Qui nous sommes? Vous en avez sûrement une idée, bien que nous soyons en apparence tous très différents. Et combien? Difficile à dire, mais une chose est sûre, nous sommes légion. Heureusement pour vous, 5 d'entre nous se sont repentis. Ayant pris leur retraite, elles sont aujourd'hui bien décidées à vous aider à reconnaître leurs semblables et, si possible, à empêcher de la sorte les masses instruites de perpétrer cette espèce maudite. Nous appelle la Société des Marissus. Jusqu'ici, on a expliqué ce que sont les Sioux, puis donné des exemples notoires. Il est temps de passer à la phase 2, celle des personnages qui n'en sont pas. On a dit de ces personnages que ce sont des Sioux, parce qu'ils sont beaux, doués, le focus du scénario et les élus d'une prophétie. Ben, ça s'appelle être le héros à la base, non? Et c'est vrai. Pour la jeunesse, par exemple, un héros qui a tout pour lui se fait souvent, et c'est couramment admis. Un anti-héros qui n'a rien, il a peu de chances d'attirer l'attention, sauf chez qui a un fort second degré. Quelle différence entre le vrai héros et la Sioux? Eh bien, ça tient des petites subtilités. Un héros n'est pas forcément un avatar, a des faiblesses ou un handicap, peut trouver meilleur que lui, a besoin de fournir des efforts, peut être socialement rejeté. Puis, il est temps de révéler une vérité, non dite jusque-là, car on la croyait évidente, mais peut-être pas tant que ça. Aucun personnage né avant 1974 ne peut être qualifié de Mary Sue, pour la simple et bonne raison que le terme n'existait alors pas. Il a été créé cette année-là par Paula Smith dans sa fanfic A Trickie's Tale. Du coup, cela innocente certains personnages évoqués à la fin de la vidéo et précédente, car trop anciens. Oui, mais Paula Smith n'a pas sorti l'archétype de sa seule imagination. Son lieutenant Mary Sue est la parodie d'un personnage déjà existant à l'époque. Si un personnage est d'avant 1974, peut-il ou elle être une proto-Mary Sue? Eh bien pas à notre connaissance, vous allez voir. Commençons par les super-héros. Certains sont effectivement des Sioux, on l'a vu dans les vidéos précédentes. On peut être une Mary Sue dans l'univers des super sans en être un ou une soi-même. Inversement, on peut être un super au talent de fou et ne pas en être une. Nous allons ici nous appuyer sur les versions dites folkloriques des héros, c'est-à-dire un héros folklorique est un personnage de légende que tout le monde visualise. N'importe qui situe le petit chaperon rouge et le Robin des Bois originel. Les adaptations de Tex Avery ou de Ridley Scott ne sont pas les personnages dans leur ensemble, mais juste une interprétation particulière de ceux-ci qui ne les définissent pas. Bien qu'ils existent depuis moins d'un siècle et que les auteurs soient connus, les super-héros sont très vite devenus folkloriques à travers leurs diverses adaptations et leurs innombrables auteurs-repreneurs, sans même parler des versions parallèles. Vaste sujet. On en retient à chaque fois une définition du héros par-delà les détails propres à chaque incarnation. Quoi? Qu'est-il arrivé à ta voix? Et alors? On change bien de couleur d'yeux tout le temps? D'accord, poursuivons. D'un super-héros, chacun connaît l'apparence, le vrai nom, les pouvoirs, ses proches, ses ennemis et l'origine story. Seuls les geeks, en revanche, sont capables de raconter précisément des arcs narratifs. Peu d'événements marquants semblent avoir été retenus du grand public. Ce qui nous fascine, c'est la personnalité d'origine du super-héros, dite là folklorique. Commençons par Superman, qui date de 1938 et est trop vieux pour être qualifié de Stu. Bon ben, à la prochaine fois. Non, plus sérieusement, il pourrait être qualifié de proto-Stu? Pas du tout. Superman, qui est plus ancien des super-héros, bénéficie d'une clause dite du grand-père. C'est-à-dire, quand un personnage est l'un des tout premiers d'un genre bien précis, qui n'était pas encore bien défini,
et qui excuse de la sorte ces exagérations. Dans le cas de Superman, on est prompt à dire qu'il est sans défaut, overcheaté, imbattable et donc très ennuyeux. En réalité, Superman s'inspirait du concept du surhomme de Nietzsche, dévoyé par l'idéal arien. Kurt Siegel et Jerry Shuster, auteurs juifs américains, décidèrent de faire du surhomme un protecteur et un gardien. Parce que il est l'homme de demain, Superman a des sens exacerbés. La force, la vue radiographique, etc., qui correspondent aux 5 sens. Ce n'est qu'après que s'installera la règle tacite comme quoi les super-héros n'ont en moyenne qu'un seul pouvoir. Pourtant, Superman continuera d'être perçu comme cheaté, inexact. Il a des talons d'Achille et il n'est pas imbattable. La kryptonite sera inventée dès 1942 et il faut lui ajouter la magie ou les rayons infrarouges qui suppriment ses pouvoirs et son invulnérabilité. Faut-il s'étonner que Lex Luthor, sa némésis, soit immortel, car il constitue une menace crédible. Si je voulais vaincre Superman, je le pourrais facilement en m'attaquant à ses proches terriens. Capable de se défendre, certes, mais parfois un terrien peut finir par être dépassé et servir d'otage. Si un être aimé de Superman est détenu par un méchant, il se rendra sans condition. Mais son côté Boy Scout n'a pas pour principale utilité de le rendre trop lisse. Mais elle est bien vulnérable. Un bus scolaire rempli d'enfants, même inconnu de l'homme d'acier, peut le tenir en respect car il ne saurait sacrifier d'innocents. Durant l'âge d'argent, entre les années 1950 et 1970, Superman pouvait avoir de nouveaux pouvoirs à mesure que le scénario le demandait. Super hypnose, super télépathie, super mémoire, super ventriloquie, voyage dans le temps. Et sa force était au point qu'un de ses éternuements pouvait détruire un système planétaire. Sans doute l'une des époques où il était le plus proche du concept de Gary Stu. La nuance est cependant, c'était justifié parce que les scénarios devaient, à cause du code de conduite d'alors, proscrire la violence qui cédait le pas à la fantaisie. D'où le résultat d'un Superman plongé dans des intrigues absurdes, mais qui était justement destiné à nous faire paraître moins parfait car plus risible. Un autre exemple de Superman Gary Stu est plus proche de nous est le Superman 1 Million, paru dans la série autoconclusive du même nom. À la fin, Superman futur, qui a passé 1 million d'années dans le soleil jaune en accroissant sa puissance, en ressort à l'état de quasi-dieu. Il est notamment capable, à partir d'un échantillon d'ADN, de ressusciter Lois Lane et d'en faire un être tout aussi immortel, afin que son grand amour soit pour toujours à ses côtés. Et ensuite, c'est tout. Le couple entre dans une sorte d'Olympe et fin de l'histoire, car un tel Superman aurait effectivement été ennuyeusement invincible. N'oublions pas non plus que Superman n'est super que la moitié du temps. Son identité secrète est celle d'un homme peu séduisant, mais aussi censé être timide, effacé, coincé, peureux, plutôt faiblard. Les auteurs d'origine avaient compris qu'il convient de contrebalancer un héros brillant avec un total anti-héros. Après la Crisis de 1986, Clark Kent redeviendra le centre de l'attention de l'histoire, passant ses défauts à la trappe. Il apparaît moins empoté. Par compensation, Superman perdra pas mal de ses pouvoirs apparus au fil des ans. Sa force se borne à soulever une maison. Il n'a gardé que les lasers, la vue radiographique, la super ouïe, le vol, le souffle arctique et le super souffle et une vitesse inférieure à Flash. Ajoute-y le fait qu'il est loin d'avoir la tête enflée que ses détracteurs lui décrivent. Il ne méprise pas les terriens, il fréquente même beaucoup d'entre eux, rappelez-vous. Superman ne se croit pas davantage supérieur à tout le monde, même s'il est arrivé que des auteurs ne l'aimant pas le décrivent comme tel. Le héros de DC réellement arrogant, c'est Booster Gold. Superman est aussi un ultime survivant, mais avant que ce soit cliché pour un super-héros. En fait, Clark a eu un passé heureux puisqu'adopté par des gens aimants. Voilà pour Superman, ou en tout cas sa version dite folklorique. Idem pour Batman. On a expliqué comment certains auteurs repreneurs en particulier en avaient effectivement fait, parfois, un Gary Stu de compétition. En faisant de lui ce qu'on appelle une Stu possédée. Mais le héros d'origine, créé par Bill Finger et Bob Kane, pas vraiment. D'abord, sous le coup de la clause du grand-père lui aussi, Batman n'a aucun pouvoir, il est ce qu'on appelle un vigilante. Car à l'époque, héros costumé ne rimait pas encore forcément avec super pouvoir.
Ce n'est qu'après 1986 et le Dark Knight de Frank Miller que cette particularité de Batman deviendra inexplicablement une force supérieure. C'est parce qu'il n'a pas de pouvoir que Batounet bat n'importe qui avec son petit doigt, Superman compris? Et la logique? Soyons sérieux une seconde, toute la préparation du monde ne bat pas tous les super pouvoirs réunis, et un vrai Batman versus Superman, ça ressemblerait plutôt à Bambi contre Godzilla. Qui serait Bambi? Batman. Utilisé de façon raisonnable, Batman a des adversaires à sa hauteur dans son propre univers. La plupart des Bat-vilains sont sans pouvoir eux aussi. Enfin, sauf elle. Et au sein de la Ligue des Justiciers, Bruce peut utiliser au mieux ses atouts. Bah oui, à un moment, les vrais avantages de Batman, c'est sa cervelle et son équipement, pas ses poings. En contrepartie, Bruce Wayne semble avoir une identité secrète pas désagréable. Il y a pire, être playboy milliardaire. Mais au début, toujours pour équilibrer, Batman n'effrayait pas que les criminels lâches et superstitieux. Vu ses manières et son apparence, il avait tendance à aussi paniquer les braves citoyens, comme on peut le voir dans le premier film de Tim Burton. L'âge d'argent et sa bien-pensance signait la fin de la période gothique de Batman. Et désormais, avec un acolyte préadolescent et coloré à ses côtés, les gens ont confiance en lui. Comme dans la série télé des années 60. Mais si vous l'avez vu, vous connaissez le problème. Batman est peut-être un héros apprécié de la population. Mais sans pouvoir, comparé à ses collègues, ce n'est jamais qu'un guignol comme un autre en collant. Et dans sa série de comics, proprement dite, Batounet n'échappera pas non plus aux intrigues absurdes et aux costumes ridicules. Depuis, il a retrouvé son côté sombre, mais il ne se comporte pas toujours de façon héroïque. Quel dommage, ne pas posséder de pouvoir ne le pousse pas dans l'ombre de collègues arrogants, mais au contraire, prouve l'ouverture d'esprit de ceux-ci. Et oui, Batman peut leur être utile sans être un Gary Stu. Et Wonder Woman, me direz-vous? Eh bien, son créateur, Charles Solomon, avait effectivement à l'esprit de créer la femme parfaite. À l'origine, c'est un golem d'argile, à qui des déesses, en plus de la vie, ont donné divers talents. Beauté, sagesse, bonté, mais aussi force, vitesse, habileté et un lasso anti-mensonge. Elle est presque invulnérable grâce à ses bracelets anti-balles et apprendra à voler quand l'usage de son avion invisible se révélera fastidieux. J'ai dit presque invulnérable, car elle ne l'est pas en soi. Un sniper a ses chances avec Wonder Woman. Pourtant, parfait est à nuancer quand on sait quels talons d'Achille lui ont été attribués par Solomon. Ce dernier était versé dans le sadomasochisme, ce qui explique que Wonder Woman perdait tous ses pouvoirs quand un homme lui liait les mains, pendant l'âge d'or. Le lasso ne servait pas qu'à faire dire la vérité au début, il forçait aussi à obéir, et Wendy elle-même n'était pas immunisée contre ses effets. Avec l'âge d'argent, comme tous les personnages féminins de l'époque, Wonder Woman deviendra une gourde, en plus d'être également plongée dans des scénarios absurdes. Ce n'est plus le cas par la suite, mais, outre qu'elle n'est pas invulnérable et peut se retrouver en danger, son identité secrète, Diana Prince, est une fausse LED entre ses lunettes et son chignon. Si malgré tout vous trouvez le personnage folklorique absurdement parfait, songez qu'elle a été artificiellement créée ainsi, et que surtout, elle était la première super-héroïne en 1941. Autant être intéressante avec un si lourd poids à porter. Aujourd'hui encore, c'est la seule super-héroïne à représenter la cause féminine, une cause de minorité, qui exige d'être irréprochable pour ne pas donner une mauvaise impression de cette cause. Et puis songez que chez DC Comics, tout ceci est un peu normal au fond. Ils ont une tradition du héros, en apparence du moins, irréprochable et sujet d'admiration. Et par contraste, Marvel a voulu faire des héros plus ancrés dans le réel à partir des années 1960. Le plus symptomatique de tout ça est celui que tout le monde préfère quand on ne préfère pas Batman, Spider-Man. Le pauvre attire les Mary Sue comme un aimant. Mais il n'en est pas un, pour sûr. Les pouvoirs d'araignée, ce n'est pas mal, mais Spider-Man est détesté de la population. Ce qui plonge dans la perplexité ce fan de comics qui aurait toujours cru que tout le monde aime les héros qui font le bien. Et ne parlons même pas de sa vie personnelle. Spider-Man alias Peter Parker tend à perdre tous ceux qui l'aiment. Au quotidien, la version folklorique est un des héros avec le moins de moyens, car au début il est lycéen. Même après, c'est le prolo par excellence de cet univers. Il y a aussi sa personnalité, qui est la raison pour laquelle il est si apprécié. Il était proche du public de base des comics.
Donc, comme les lecteurs d'alors, il est adolescent, nerd et impopulaire. Peter pourrait se plaindre d'être si malchanceux, mais n'en est rien. C'est le comique troupier de l'éditeur, tournant en dérision tout le mal qui lui arrive. Même si au fond, cela l'atteint de façon indéniable. Dans les adaptations, Spider-Man peut atteindre une forme de popularité publique. Mais il reste un poissard et c'est pour cela qu'on l'aime. Quand on aime ni Batman ni Spider-Man, on préfère Wolverine. Alors lui aussi était un exemple de Gary Stu par possession, au point qu'on a nommé d'après lui la publicité Wolverine. Pourtant, le personnage d'origine était un méchant de l'univers de Hulk. L'idée d'en faire un héros est ultérieure. Il était petit, désagréable, d'une hygiène douteuse. Disons que Volvi n'a pas été créé dès le départ comme le ténébreux qui sort avec tout ce qui bouge. Et on pourrait en dire autant de presque tous les héros les plus connus du grand public. Captain America, oui, à première vue c'est un capitaine parfait. Mais en réalité il est loin d'être invulnérable, de surtout sa survie à la présence de son bouclier. Captain America est a priori le sens moral de Marvel incarné. Sauf que chez Marvel on est vite confronté à la réalité, et le Cap a parfois ses convictions heurtées, le rendant loin d'être infaillible. Il peut être difficile de distinguer les bons des méchants. Et Iron Man? Alors oui, à première vue, Tony c'est aussi un playboy milliardaire. Oui mais il n'a pas de pouvoir. Et quelques vices, à commencer par l'alcoolisme. Thor, oui c'est un dieu, mais un dieu longtemps étranger à ce monde et pas forcément bien adapté à celui-ci. Souvenez-vous aussi que dans l'univers Marvel, même Hulk est capable de mettre une raclée à un piètre dieu. Hulk, en version Bruce Banner s'entend, est-il besoin de préciser qu'une malédiction qui fait de vous un monstre qui ne contrôle pas ses gestes est loin d'être enviable? Hawkeye ou Black Widow? Ben souvenez-vous, ils n'ont pas de pouvoir. Et chez DC, l'Archer-Vert non plus. Et puis encore, Supergirl? Souvenez-vous, oui, c'est apparemment un doublon, mais loin d'être une copie parfaite de son cousin. Elle est cette déclinaison féminine bienvenue pour les jeunes lectrices de l'époque. De plus, étant plus jeune et moins expérimentée, elle commet des erreurs qui nécessitent qu'elle soit guidée. La lanterne verte, sa bague lui permet presque tout, mais doit être rechargée. Son principal problème est le risque de tomber à court de batterie. Flash? Certes, la super vitesse garantit en principe l'invincibilité, mais son pire ennemi a le même pouvoir. La vitesse, dans ce cas-là, cesse d'être un avantage. Flash a beaucoup d'ennemis qui manipulent la glace aussi, car le froid extrême ralentit ses atomes et peut même l'immobiliser. Aquaman? Apparemment, c'est pas mal d'être le roi de l'Atlantide et d'avoir des talents liés à l'eau. Sauf que pendant longtemps, le principal pouvoir d'Aquaman était sa télépathie avec les poissons, une qualité jugée si ridicule que le pauvre Arthur sera longtemps considéré comme la lanterne rouge de la Ligue des Justiciers. Les jeunes titans? Eh ben sans compter ceux qui n'ont pas de pouvoir, être ado dans un monde dominé par les héros adultes ce n'est pas si simple, et vous n'avez pas toujours la crédibilité dont vous auriez besoin. Les X-Men? La population les redoute et les déteste. Dans le cas de Deadpool, précisons que son invulnérabilité lui a coûté son apparence. Et bien sûr, ce doit être le super-héros actuel qui se prend le moins au sérieux. Les 4 Fantastiques? La plupart gèrent bien leur pouvoir, mais sont sujets aux problèmes de voisinage et ne sont pas toujours exemplaires. Et puis est-il bien nécessaire d'expliquer comment sa métamorphose en la chose a affecté Ben Grimm? De façon générale, les super-héros qui ont passé l'épreuve des années ont des faiblesses, ne sont pas tous des avatars, font face aux conséquences de leurs actions. Ils ne sont pas tous géniaux et ou très riches, et relativement peu sont de sang royal. Ils n'ont souvent qu'un type de compétence et leur métier est plus utile que glamour. La plupart n'ont qu'un conjoint maximum, sauf les playboys. Et encore, les relations des playboys sont toujours très brèves. Leur passé est souvent normal, ils se plaignent peu. Leur physique varie d'attirant à défiguré. La moitié seulement sont non humains. Ils sont souvent les originaux, ne sont donc pas des copies ou des remplacements. Ils sont réellement là depuis le début, pas des additions ultérieures. Quand double maléfique il y a, c'est souvent un adversaire à la hauteur, donc bienvenue. Ils traitent mal leurs adversaires, mais bien leurs amis. Des gens les aiment, d'autres les détestent et sont indifférents à d'autres. Normal. Idem avec les super vilains. Les plus célèbres n'ont parfois même pas de pouvoir. Un méchant comme Dr Fatalis, à la fois scientifique, sorcier et roi, peut sembler tout avoir, mais à titre de gag, il sera vaincu en quelques minutes par les écureuils de la rigolote Squirrel Girl alias Écureuillette. Et là, qui est un dieu, mais... Ah oui, c'est vrai. Un piètre dieu. Puny God.